Et oui, la technique nous a lâché pour les jingles, mais nous sommes bien là pour l'émission Coup de tête, l'émission Rock and Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. Les Verts en Ligue 1 McDo. Venez comme vous êtes, ça c'est le slogan. Et ben on est bienvenu comme on est, mais on a 0 point. Et encore ce week-end, pour la 3e journée de championnat de Ligue 1 McDo, on a plongé dans cette mer d'Iroise au fin fond du Finistère. Difficile de sortir la tête de l'eau après une telle prestation. Et pourtant, ils se sont extirpés, nos deux baigneurs tout bronzés. Salut à vous, Olivier et Eric. Samedi, c'était pas le big match. Donc, jour de rentrée et déjà cancre de Ligue 1. Passage en classe supérieure s'avère bien plus compliqué que prévu. Tonnerre de Brest. Salut à tous et désolé pour les tout petits soucis techniques, mais on va faire l'émission quand même. Jour de reprise, on va. En plus maintenant, on devrait faire à peu près toutes les émissions. On s'est positionné sur le mardi et on va vous décrypter toute cette saison qu'on espère quand même se solder par un maintien. Donc, chers auditeurs, ça fait plaisir de vous retrouver. Donc, le principe de l'émission, effectivement, tourne autour de l'AS Saint-Étienne, de son actualité. C'est une émission rock and foot, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y aura des morceaux musicaux. Il y aura bien sûr une page Haute-Loire, puisqu'on enregistre quand même en Alti-Ligérie. Il y aura des coups de tête, des coups de cœur, il y aura un agenda et aujourd'hui il y a une présentation sur les mouvements des joueurs puisqu'on passe d'une saison à une autre. Bienvenue à la saison 2024-2025 qui va être présentée par Eric. Oui, en préambule, quand on vient de revenir sur le mercato estival piloté par le nouveau board, donc 2 prolongations de contrat, celui de Mouefek et également celui de Nadé. Au rayon départ, retour de prêt de Diarra, Cardona et Mboukou. Chambaud s'est exilé aux États-Unis au Crew de Columbus. Rivera a signé à Dunkerque. Green s'est engagé en faveur de Burnley. Plusieurs prêts enfin, ceux de Blady à Bourg-Perona, Bentaïg à Zamalek, Cissé à Annecy et Owusu à QRM. Outre le retour de Mouton, 9 joueurs ont en contrepartie été recrutés dans les cages comme doublure de l'Arseneur Brice Maubleu en provenance de Grenoble. En défense dans l'axe, le Marocain du Stade de Reims Younis Abdelhamid. Dans le couloir gauche, Pierre Cornu venu du Maccabi Haïfa. Au milieu de terrain, Pierre Ekwa, prêté par Sunderland, le Ghanéen Augustine Boakier, qui évoluait dans le club autrichien de Wolfsberger, et le Serbe Igor Miladinovic du FC Kukariki. En position offensive, le Géorgien des Girondins de Bordeaux, Zuriko Davitashvili, et le Néo-Zélandais Ben Holt, transfuge du club australien de Wellington Phoenix. Et enfin, en tant que buteur, le Belge Lucas Tassin de Westerlo, un recrutement qui interpelle fortement et sur lequel je vous interrogerai tout à l'heure. Un mot à présent sur les premières rencontres. Le bilan des matchs de préparation a été mitigé, avec 3 victoires face à Villarreal, Montpellier et à Kiel, promus en Bundesliga, un nul inaugural à Massot contre Clermont et 2 défaites au Chambon face à Grenoble et sur la pelouse de Retafe. Comme lors des 2 premières remontées, l'ASS a eu pour premier adversaire en championnat l'AS Monaco. Courte défaite au pied du rocher sur un lob de Minamino après intervention de la VAR qui a ensuite invalidé l'égalisation de Sissoko. Puis pour la première à domicile sans les copes, douche froide avec une nouvelle défaite 0-2 sur début de tour et sur penalty et du capitaine sanglanté d'une tête sur corner. 2 journées, 2 défaites et aucun but marqué avant un déplacement ce week-end à Brest, terre hostile, pour défier une formation qualifiée en Ligue des Champions mais qui avant notre confrontation pointait elle aussi avec un 0 pointé au classement. Merci Eric. Alors il faut signaler que tu es un fervent supporter des Verts et que tu as assisté à tous les matchs, même les matchs amicaux. Oui, notamment les déplacements à Retafe dans la banlieue de Madrid et 3 jours plus tard, le match à Kiel au nord de Hambourg. Ouais, ça fait une sacrée distance. Bon, ok, écoute, au cours des émissions, pas automatiquement celle-ci, mais tu pourras nous évoquer quelques anecdotes sur ces matchs amicaux. On va tout de suite se mettre dans le bain, justement, avec cette 3e journée de Ligue 1 McDo, avec ce déplacement à Brest pour cette lourde défaite. Alors, le résumé, c'est les Finistériens sont parfaitement rentrés dans ce match avec plusieurs occasions d'entrée.
jusqu'à l'ouverture du score rapide de l'ancien Stéphanois Camara, qui se retrouvait seul à la réception d'un second ballon sur corner pour placer un coup de tête victorieux à la 10e minute de jeu. Les Bretons ne se sont pas déconcentrés ensuite et ont continué à mettre la pression sur le but stéphanois avec une possession de balle qui a parfois dépassé les 65% en première mi-temps. Les Verts continuent à souffrir et Fomba manque complètement. Ça passe en retrait vers sa défense centrale et c'est Fèvre qui hérite du ballon et allume une frappe et Abdelhamid réalise un retour salvateur pour sauver la Maison Verte à la 19e minute de jeu. Si la SSE tente timidement de réagir, Brest obtient un pénalty à la demi-heure de jeu sur un centre d'Amavi dévié par la main de Fomba. Del Castillo prend l'Arseneur à contre-pied pour doubler la mise à la 31e minute de jeu. Il espérait avoir l'occasion d'en marquer un autre avant la mi-temps, le cher Del Castillo, le Brestois. Mais ils ont réclamé une main de Mathis Amougou, mais après avoir revu les images, l'arbitre a décidé de ne pas siffler. Après une première mi-temps cauchemardesque, les Verts sont menés donc 2-0. Étonnamment, Olivier Dalloglio ne change rien dans son 11. Les Verts sont toujours en souffrance et ne seront pas loin de craquer à nouveau sur une tête d'Ayor qui passe juste au-dessus à la 49e minute de jeu. La SSE sort de sa torpeur et Masson déborde côté droit et centre en retrait, mais son ballon ne trouve personne à la 50e. Fomba, à côté de ses pompes depuis le début de la rencontre, n'est pas loin du carton rouge, mais M. Agoula se ravise alors qu'il avait le second carton jaune pour le milieu de terrain stéphanois dans la main. À l'heure de jeu, enfin, l'entraîneur stéphanois effectue 3 changements, Mouefek, Apia et Wadji, qui entrent en jeu, tandis que Fomba, Masson et Aiki sortent. Les Stéphanois sont plus séduisants, mais ne se procurent pas d'occasion. Le centre en retrait de Cafaro ne trouve personne à la 62e minute de jeu. Si les Verts sont moins en difficulté dans ce second acte, c'est certainement dû au fait que Brest est en gestion. Toujours pas d'occasion franche pour la SSE. Brest en profite pour inscrire un 3e but après une main de Wadji juste devant la surface. Après, moi, j'ai trouvé ça super sévère, ce coup franc. Mais Pereira Lage tire ce coup franc sur l'Arseneur qui relâche dans les pieds d'ailleurs, qui alourdit la marque à 3-0 à la 78e minute. 5 minutes plus tard, c'est Cornu qui tire grossièrement le maillot de son adversaire dans la surface. Penalty pour Brest, transformé par Lala à la 84e minute. Ça fait 4-0. Dans le temps additionnel, il faut un miracle et un bon retour d'Apia pour que les Verts n'encaissent pas un 5e. Absent des débats, les Verts s'inclinent lourdement dans le Finistère, 4-0. Les Stéphanois n'ont quasiment jamais été dangereux. Voilà, toujours 0 point et aucun but marqué au bout de 3 journées. Ouais, on se doutait que ce déplacement à Brest serait compliqué face à un adversaire comme nous en manque de points. Je l'ai dit tout à l'heure, sur un terrain qui ne réussit guère. On a encore en mémoire les 3 buts encaissés en 2020 avant la pause, dont 2 signés d'ailleurs Charbonnier et Cardona pour le dernier match de Ruffière, rappelez-vous. Puis des 4 pris par Moulin toujours avant le report. On n'imaginait pas forcément que les Stéphanois se feraient une nouvelle fois torpiller, sans le moindre répondant. Ils ont été totalement à l'ouest, c'est le cas de le dire. 3 journées, 3 défaites, 0 but marqué, 7 encaissés, dont 6 sur coup de pied arrêté. Il y a déjà le feu dans la Maison Verte. Le constat est implacable en tout cas. L'ASS n'est pas du tout au niveau de la Ligue 1. Merci Eric. On enchaîne sur les questions. C'était une question. Alors, Un constat. oui, un constat, un sentiment, ouais. Et les raisons ou les raisons elles sont multiples et variées, mais on a tous, nous qui suivons le club depuis longtemps, c'est vrai que je pense qu'il faut qu'on se mouille la nuque quand on regarde le recrutement, le mercato, l'effectif qui se construit de Saint-Étienne, parce pour nous aussi, comme pour Dalloglio, eh bien, se maintenir en Ligue 1, c'est recruter des joueurs qui ont des matchs en Ligue 1, qui ont une expérience de ce championnat. Parce que ce championnat, c'est pas un sport d'enfant, c'est une compétition d'adultes. Et on a l'impression que la nouvelle direction de l'AS Saint-Étienne recrute des enfants. Alors on a bien compris que c'était la mode, que le trading c'est ce qui aujourd'hui fait la marque des grands managers. Mais quand ça réussit, parce que ça réussit pas tout le temps. Donc moi, la raison pour laquelle ces 3 matchs se sont soldés par 3 défaites, c'est l'attentisme de ce mercato. C'est-à-dire que c'est très bien d'attendre pour faire les meilleures affaires. C'est vrai que pour ce mercato, on a compris. À la fin, quand les heures sont comptées, eh bien, le prix baisse. Sauf que quand le 30 août,
on amène à Dalloglio un gamin de 19 ans pour assurer le rôle de buteur à l'AS Saint-Etienne. Bah voilà, je trouve qu'il y a un grand écart entre ce que nous, je pense qu'on est un peu d'accord sur comment se maintenir en Ligue 1. Et je pense qu'on est assez d'accord avec Dalloglio et le point de vue de cette nouvelle direction, qui peut-être va nous faire mentir, mais pour l'instant, c'est un échec. Alors, on parlera du recrutement tout à l'heure, mais revenons sur le match de Brest. Marco. Alors, autant Le Havre, j'ai trouvé ça triste avec des copes amputés et très peu de jeu, pas de fond de jeu. Autant à Brest, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant parce qu'il n'y a toujours pas de fond de jeu. Et on ne se crée pas d'occasion. L'année dernière, on avait une défense qui tenait la route. Là, elle est perméable, même plus que perméable. Et voilà, on est en Ligue 1, on est en Ligue 1. Voilà, c'est ce qu'on chantait lors de la dernière émission en juin, il y a quelques mois, quoi. Et puis bah là, ouais, on tombe de haut. Après, je trouve qu'on s'est affaibli. Tout simplement parce que c'est grâce à 2-3 joueurs l'année dernière, pour moi, qu'on a accédé au niveau supérieur. Et puis Cardona, moi je pensais vraiment qu'il allait re-signer chez nous, qu'on allait l'avoir. Et puis on l'a pas. Donc quand tu perds un joueur comme celui-ci, tu t'amoindris. Trop cher, soi-disant, et puis on va mettre 10 millions sur un gamin, effectivement. Ouais, c'est un truc de fou, mais bon, c'est comme ça. Et les choix de Dalloglio qui sont lunaires, tout simplement, que ce soit pour les 3 rencontres, j'étais assez surpris de voir autant de jeunes que je connaissais pas, tout simplement. Et il faut que la mayonnaise prenne. Moi, le plus gros truc, ce qui me marque le plus dans ces 3 premières journées, et notamment donc le match de Brest, et je crois qu'il a toujours pas compris, Dalloglio, c'est l'absence de Nadé. Voilà, tu mets pas Nadé, tu perds. C'est aussi simple que ça. Donc pour moi, voilà, c'est ma vision. Il faut absolument mettre Nadé. Il a décidé de pas le mettre. Résultat, 3 défaites. Ça ne me surprend pas. Voilà, ça ne me surprend pas puisque Nadé fait partie des 3 joueurs qui étaient indispensables, inéluctables pour faire une bonne prestation pour les matchs en Ligue 1 et il ne le met pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a le Rémois Abdelhamid qui est arrivé, il a préféré Batou. C'est son choix, mais moi j'ai vu Nadé depuis plusieurs années, on va dire maintenant. Et pour moi, il est incontournable dans cette équipe et dans cette défense. Voilà. Donc pour moi, cette équipe s'est amoindrie et le niveau est plus élevé et patatras. Et puis aussi l'arbitrage qui nous a jamais aidé, que ce soit à Monaco, au Havre et à Brest, même s'il y a un sacré écart avec Monaco et Brest sur les rencontres que j'ai pu voir. On peut quand même dire merci à l'arbitre à Brest. Parce que Nolfomba doit être expulsé à la 54e minute. Non, je suis pas d'accord. Il sort le carton jaune. Oui, il se ravise quand il voit qu'il va l'expulser. Sur ce fait-là, mais sur toute la rencontre, à chaque fois qu'on se rapprochait, il y avait toujours quelque chose qui sifflait. Ouais. Donc c'est récurrent. Il siffle à peu près une dizaine de fautes. Une fois qu'on est en possession de la balle, il y a toujours quelque chose. Et il y a des fois, on comprenait pas. Voilà. Alors c'est sûr qu'on n'aurait jamais pu faire match nul, il y avait trop d'écart, mais on est mal arbitré, il faut le dire aussi. Au même moment, il y avait Barça Valladolid, ça fait 7-0, ça aurait pu faire 7-0 à Brest. Parce qu'il peut y avoir des pénaltys en plus. Donc, moi j'ai parlé de niveau, donc qui a le niveau de Ligue 1 dans cette équipe On peut se poser la question. Les matchs de Monaco, il y a 3 joueurs qui sont sortis pour moi, c'était Larsonneur, c'était Amougou et Sissoko, à Monaco. Le Havre, c'est compliqué, et là c'est encore plus compliqué de trouver des joueurs qui ont le niveau. Quand on voit les prestations de Cafaro, Davitashvili, on parlera du recrutement tout à l'heure, on a mis 6 millions sur Davitashvili, 2 semaines plus tard on l'avait gratuit. Bon. Et après il n'y a pas d'argent pour Cardona, encore une fois, on en parlera tout à l'heure, mais bon, il y a des lacunes criantes dans cette équipe, il y a vraiment un grand manque d'engagement, c'était souligné par Dalloglio, il n'y a pas d'impact dans les duels, on n'existe pas, il n'y a pas de fond de jeu, tu l'as dit tout à l'heure. Effectivement, les passes manquées, un déchet technique incroyable, les passes de Masson dans l'axe, les passes de Fomba, Mougou, manque de sérénité. Batou Mitsika à un moment donné qui dégage directement en corner, alors qu'il peut dégager en touche. Manque de vigilance. Là, on a parlé des pénaltys, il peut y en avoir 4, il y en a 2 qui sont sifflés, donc il y a la VAR qui intervient pour invalider la main d'Amougou. Manque de roulardise également. Masson à un moment donné, il rentre dans la surface, il s'écroule.
peut-être qu'il y a penalty pour nous également. Donc il y a un qui va, là, l'équipe est dépassée dans tous les compartiments du jeu, il n'y a pas d'éléments expérimentés, il n'y a pas de patron. Donc là, tu as parlé d'Abdelhamid, c'est lui qui a hérité du brassard de capitaine. Il y a des joueurs qui sont écartés. Où est Bouchouari Voilà, oui, je les appelle. C'est incroyable. Il y a un loft qui est créé, mon conduit, je vois bien, mais Bouchouari. Surtout que quand on voit le milieu de terrain, quand on voit Fomba, tu parlais tout à l'heure des jeunes, contre Le Havre, il y a Nzouzi. J'ai vu jouer au Chambon contre Grenoble, il a été catastrophique. C'est pas lui rendre service, ce garçon. Contre Le Havre, il était totalement dépassé par les événements. C'est à la mi-temps qu'il doit sortir et être remplacé par Apia. Donc il n'y a rien qui va dans cette équipe. Donc l'addition aurait pu être bien plus salée qu'elle n'a été. Et même pour la preuve que rien ne va, à l'Arseneur, qui jusqu'à présent était réprochable, lui aussi, il se trouve sur le coup franc. Donc voilà, moi, si vous trouvez un aspect positif, je suis preneur. Mais moi, en tout cas, je suis dépité par cette prestation-là, successive d'erreurs. On se demande combien on va en prendre contre Lille, combien on va en prendre contre Nice. Franchement. Effectivement, la gestion, moi je parlais de Nadé, mais Bouchouari aussi. Et en plus, c'est un créateur. Pourquoi il ne le fait pas rentrer face au Havre et pourquoi il ne le fait pas rentrer samedi à Brest? Il n'est pas dans le groupe. Là-dessus, Dalloglio, il n'est pas très net, quoi. Et puis quand il titularise Fomba à la place d'un Bouchouari, qu'est-ce que tu veux dire? C'est pour ça que je parlais, j'employais l'adjectif lunaire. Je trouve que c'est quand même assez grotesque. Ouais, alors je dirais que c'est plus le milieu pour moi qui déconne. D'ailleurs, il n'y a pas du tout les mêmes joueurs que l'année dernière. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, Abdelhamid, il est obligé d'allonger. Très souvent, moi j'ai pas reconnu cette équipe. On a envoyé plein de longs ballons sur Sissoko. On retrouve le jeu d'il y a 20 ans où on cherche, on sait pas quoi faire du ballon. On cherche Sissoko qui dévierait de la tête pour éventuellement un gars qui va vite et qui. Ça c'est le foot de papa quoi. Ouais, donc Olivier. Déjà il y a ça. Attends, je finis parce qu'on se partage le micro. On a en plus des problèmes techniques. On n'a pas assez de micros. Donc, laisse-moi parler. Donc, je disais ça, mais juste pour peut-être améliorer votre vision. Je pense que, en fait, le club de l'AS Saint-Étienne, il y a 2 clubs en un à l'heure actuelle. Et c'est ce qui désorganise complètement et ça se retrouve sur le terrain. Quand je dis il y a 2 clubs en un, il y a les anciens, avec Dalloglio, Perrin, Soukas, Rumstein, qui ont choisi Dalloglio, et puis tous les joueurs qui sont montés de Ligue 2, qui sont encore sous contrat et qui n'ont pas le niveau, c'est pas le cas de tous, mais ça fait quand même un sacré... ils sont assez nombreux. Et puis il y a le club version 2024, avec une autre direction, les 3 personnes nommées par le Canadien, Gazidis à sa tête, avec tout ce bataillon de jeunes, là, la crèche. Ils ont tous moins de 23 ans. Peut-être il y a Cornu qui en a un peu plus, mais et voilà, et c'est à peu près mélangé. Donc sur 30 joueurs, tu en as 15 d'un côté, 15 de l'autre. Et quand il y a 2 comme ça, deux clubs en un, est-ce que tu as envie d'aller te mouiller? Est-ce que les anciens, par exemple, je pense à Tardieu par exemple, est-ce qu'ils ont envie d'aller se mouiller, sachant que bientôt ils vont disparaître? Parce qu'ils voient très bien que le projet, c'est un projet de jeunes. Donc les anciens, à mon avis, ils n'ont pas envie de se dépouiller pour ce projet qui n'a rien à voir avec ce qui était le leur. Oui, mais ces jeunes, ils n'étaient pas sur le terrain à Brest. Il y avait Cornu, Davitashvili. Les jeunes dont tu me parles, ils n'étaient pas dans le 11 de départ. Je parle des anciens qui, du coup, sentent très bien quel est l'intérêt de performer. On sait très bien qu'on les garde parce ils ont prolongé d'1 an. L'année prochaine, ils ne sont plus là. Là, on est vraiment à un moment charnière où soit il fallait, comme Dalloglio le pensait, vraiment mettre un joueur très expérimenté par ligne, et non pas en fin de contrat gratuit comme Abdelhamid, soit continuer avec la même équipe, faire confiance à ces joueurs de Ligue 2 qui sont montés. Parce que ces joueurs de Ligue 2, t'imagines l'ambiance à l'entraînement? T'as 15 joueurs qui savent très bien qu'ils ne joueront pas de la saison, et qui doivent quand même... bon, ils sont professionnels, ils vont s'entraîner, mais t'imagines est-ce que c'est pas très positif pour la performance? Et Dalloglio au milieu, qui est censé mettre les bons points, les mauvais points.
Oui, donc moi je voulais réagir par rapport à ces longs ballons. C'est une touche de Dalloglio. Souviens-toi, le passage entre Batless et Dalloglio. Dans le jeu, ce qui a changé, c'est que de temps en temps, je dis bien de temps en temps, les défenseurs balançaient devant et ça avait payé. Hein. Je me souviens d'un but de Sissoko magnifique. En servi Ligue par, 2. En Ligue 2 peut-être. Oui, non, mais je te parle de la philosophie de Dalloglio. Il est aussi pour des longs ballons de temps en temps. Là, effectivement, c'était mal approprié les ballons que Abdelhamid balançait samedi à Brest. Par deux fois, c'était malvenu, et c'était pas précis. Mais après, quant à Sissoko, ça peut se comprendre que tu vas chercher ton pivot pour qu'il puisse soit la garder, soit dévier sur ses ailiers. Donc moi, ça fait partie de la philosophie de jeu, on va dire, de Dalloglio. De temps en temps, ne pas repartir d'en bas et balancer. Moi, ça me choque pas. Et puis, j'étais habitué au kick and rush des années 80, donc je vais pas décrier là-dessus. Bon, écoutez, on va passer un premier titre musical. Donc le principe, c'est émission Rock and Foot. Je passe un titre d'un groupe souvent inconnu de la ville qu'affrontent les Verts. Là, on se déplaçait donc dans le Finistère. J'ai des groupes finistériens. J'en ai plutôt pas mal. Ils sont inconnus. Il y en a un qui m'a bien plu. C'est relativement court, mais ça convient bien à ce qu'on vient de dire. Nothing to do here, rien à faire ici. C'est court et c'est le groupe Coude de Brest. Mais c'est bon, c'est le groupe brestois Coude, comme un coude, avec ce titre Nothing to do here. Je suis tombé là-dessus, j'ai écouté tout l'album, il est très bien, c'est très peu connu. Si, dans le Finistère peut-être, mais il y a énormément de groupes autour de Brest et j'en ferai partager un deuxième, voire un troisième. Voilà, retour donc sur cette large défaite en terre bretonne avec ce 4-0 infligé. On va peut-être parler des joueurs, la prestation des joueurs. Généralement, on fait un flop, on fait un top. Le top, ça va être compliqué. Il n'y aura pas de top. Hein. Non, j'en vois pas. Si, des cornus qu'on connaissait pas, puisque c'était son premier match. J'ai trouvé plutôt correct, bon, sauf la fin, mais plutôt correct dans l'ensemble. Et un bon gaucher qui peut adresser des bons centres, voilà. Mais bon, de là à en mettre en top, non. Dans le vestiaire, des fois, il y a des tops, mais bon. Alors, je vais revenir vite fait sur la compo de départ. Donc, contre le Havre, on a joué en 4-1-4-1 avec Tardieu en sentinelle. Là, on est passé en 4-2-3-1 avec un duo à la récupération composé de Fomba et Amougou. Puisqu'Olivier, tout à l'heure, tu pointais le milieu de terrain. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Donc, première titularisation, vous venez d'en parler pour Cornu, donc pour Fomba également. Hein, c'était vraiment pas une réussite, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis également pour Aiki sur le flanc droit de l'attaque. Et puis avant l'heure de jeu, avec l'entrée de Wadji, un système à
a changé. Il est passé en 4-4-2, mais bon, ça n'a pas amélioré la situation. Donc, quelle part de responsabilité vous accordez à Dalloglio dans cet échec, si vous voulez revenir sur le milieu de terrain en particulier, Olivier? Moi, je te dis, je commence à le dédouaner parce que le pauvre, il sait très bien que dans quelques matchs, on l'a dit hors antenne, dans quelques matchs, il sera plus là parce qu'il n'est pas la personne idoine. C'est-à-dire, ces propriétaires canadiens, ils veulent un entraîneur qui fasse gambader les jeunes, la classe biberon. Dalloglio, c'est pas son style. Donc lui, perdu au milieu, on lui demande de faire jouer. Je suis sûr que, à mon avis, Gazidis lui dit tu mets Aiki. Dans 2 ans, je veux le vendre. Coco, maintenant tu fais jouer Amougou est titulaire et à tous les matchs. C'est comme ça parce que dans 2 ans, je veux le vendre. Voilà. Donc il avale des couleuvres depuis 1 mois et demi, à mon avis. Et à mon avis, si c'est pas lui qui démissionne, il va être lourdé dans pas longtemps. Parce que le calendrier va être difficile. Donc franchement, en fait, il y a des moments, tu vois, il y a the right man in the right place. Lui, c'est l'inverse en fait. C'est le mauvais gars et à la mauvaise place. Ouais, il a titularisé Fomba. Pour moi, c'est assez surprenant. Même pour plus d'un supporter vert, c'était quand même surprenant de voir Fomba. Est-ce qu'il le fait pas exprès? Il se tire pas une balle dans le pied exprès? Parce qu'il le connaît, quoi, comme nous, Fomba. Il peut pas apporter grand-chose. Et puis on l'a bien vu qu'il était complètement à la rue et qu'il y a d'autres joueurs dans son effectif, comme on l'a souligné tout à l'heure. C'est assez surprenant. Donc, ouais, on peut se poser des questions sur la titularisation de certains joueurs. Alors, si on parle du recrutement, donc on va y venir. Donc, hormis Abdelhamid et puis Maubleu, donc tous les joueurs ont été engagés en fonction de la fameuse data, donc, qui était très utilisée à Arsenal. Par qui? Par Damien Comolli, qui a ensuite amené ça à Toulouse, on s'en rappelle. C'est le seul premier club en Ligue 1 à l'avoir utilisé fortement, ce système. Donc, Perrin en a parlé récemment. Il expliquait qu'en gros, ils récupéraient des données chez un prestataire donc, qui payait, et ils ont récupéré des données de 40 ligues environ. Donc, ils ont sélectionné. Donc, apparemment, le premier joueur à recruter par la data, ça avait été Ben Taïg. Ça n'a pas été une réussite. D'ailleurs, il vient de quitter le club. Et donc, avec Inversport, là, on peut en franchir un cap supplémentaire. Ils viennent d'investir 22 millions d'euros. C'est un record considérable, 22 millions d'euros dans le recrutement. Ils ont dépensé pour fournir des jeunes joueurs issus totalement inconnus déjà à la base et issus du championnat assez improbable. Par exemple, Ben Hol qui vient le Néo-Zélandais, par exemple. Et encore, c'est pas le plus mauvais. C'est le match de préparation, c'est même le joueur le plus intéressant. D'Australie, il vient, effectivement. Donc voilà, c'est le nouveau système, en effet. Donc moi, je sais pas ce que vous pensez de ce mode de recrutement. Moi, ça me laisse très dubitatif et très, très inquiet pour la suite. Donc d'engranger des joueurs expérimentés, rompus au joutes de la Ligue 1, effectivement, comme le souhaiterait Dalloglio, pour mener à bien l'opération de maintien. On mise sur des jeunes joueurs néophytes. On fait des paris. Donc là, on vient de faire signer Stassin, donc l'attaquant belge, qui finalement va rester à Saint-Etienne parce qu'il devait repartir en sélection. Et c'est un gros problème aussi pour Dalloglio. Il l'a pointé du doigt. Donc effectivement, il y a deux versions qui s'opposent. Dalloglio qui souhaite des joueurs expérimentés, disponibles de suite et pourra assurer l'opération de maintien. Et puis il y a les nouveaux actionnaires qui misent sur l'avenir, donc qui font des paris avec des jeunes. Et donc le problème, c'est qu'on n'a pas de temps. On n'a pas de temps parce que là, il y a situation d'urgence à Saint-Etienne. Les 2 prochains matchs sont capitaux. Effectivement, après, je ne vois pas comment, malheureusement, le coach pourrait survivre à de nouveaux échecs. Et après, on voit très bien ce qui va se passer. C'est-à-dire que les actionnaires vont placer un entraîneur étranger à la tête de l'équipe. Et après, qu'est-ce qui va devenir de la SS? Je ne sais pas votre position là-dessus. Est-ce que vous continuez, vous y croyez, vous, à cette fameuse data? Moi, c'est pas du tout mon dada, donc c'est une situation qu'on subit. Data. Ouais, mais non, moi, je viens de l'apprendre. Moi, je savais pas qu'il passait par ce système de data. Effectivement, pour l'instant, j'ai dit la mayonnaise, ça a pas pris. Dalloglio, il fait des 11 de départ un peu surprenants jusqu'à maintenant. Après, ça reste que du foot. Ça peut prendre. Ça peut évoluer en bien. De toute façon, ça peut pas être pire. Si on prend des pilules tout le week-end. Mais oui, alors par contre, moi, Là, c'était Brest, C'était pas un grand Brest, Voilà, c'est que moi, le prochain, c'est Lille. C'est Lille, on va à Nice. Avis, voilà, après, il y a 2 déplacements. Moi, à mon avis, avant le 15 octobre, on n'a pas de points.
Oui. Mais quand tu n'es pas capable de gagner face au Havre, et on l'a vu, hein, ben, tu te dis que ça va être compliqué. D'autant plus compliqué qu'on est un championnat à 18 clubs maintenant. Et là, ça va très vite. Hein. La différence de points, tu risques de le payer. Après, on va jouer un mini-championnat avec 4 équipes. Hein. À mon avis, je le vois comme ça. Hein. Je vois Angers, Montpellier, et peut-être Auxerre, hein, qui est monté avec nous l'année dernière. Il faut laisser 2 équipes derrière nous. Donc pour l'instant, il y a Angers comme nous qui a 0 points. Ouais. Mais oui, ça va être très, très, très compliqué cette année. Effectivement, moi, j'aurais pas fonctionné comme ça et je suis déçu du mercato pour l'instant. Après, il y a le jeune qui vient de Sutherland, il a l'air pas mal. Moi, la grosse surprise, c'est de mettre 10 millions sur un gamin, là, le Belge. Là, je sais pas ce que ça va donner, hein, mais je suis très surpris qu'on dépense une somme pareille. Ça me fait penser à Diony. Hein. On avait versé une telle somme il y a 5 ans. Et oui, Diony, c'était le plus cher. Avant, c'était Beltrecio, donc ouais. les 2 plus forts investissements. Donc là, ce record battu avec Stassin. Je sais pas ce que ça va donner. On verra. Hein. On est dans l'expectative, mais on verra. Après, je suis supporter des Verts et le vert, c'est la couleur de l'espoir. On verra bien. Nous, on sera toujours présents. Donc, je m'inquiète pas, je verrai toujours du foot à Geoffroy Guichard. Mais moi, j'aimais bien la Ligue 2, hein, je tiens à le dire. J'ai beaucoup aimé les 2 années passées en Ligue 2, il s'est passé des choses. Ah si. Moi, j'ai trouvé... Je joue le vendredi maintenant. Oui, bah oui, alors ça, on reviendra dans les coups de tête. Non, sur la data, on dit la même chose. C'est vrai qu'il y a 2 visions du foot. Il y a la vision qu'on a connue jusqu'à maintenant, et puis cette vision moderne qui est pas qu'à Saint-Étienne, hein, qui est partagée. Alors après, je reviens sur ce que tu disais, sur le fait qu'ils ont beaucoup investi. À l'échelle de Saint-Étienne, c'est vrai, mais si on fait le comparatif avec un club pour lequel ça marche, je pense à Strasbourg, tu vois. Là, eux, ils font jouer que des jeunes. Hein. Tu as le gardien qui a 40 ans et il n'y a pas un joueur qui a plus de 23 ans. Alors ça galope dans tous les sens et ça marche. C'est vrai, hein. Ils performent. Sauf que c'est pas 20 millions qu'ils ont mis en tout, c'est 3 fois plus. Hein. Donc s'ils veulent jouer avec des jeunes, c'est pas des paris peut-être qu'il faut faire. Et justement, peut-être que le Belge, c'est peut-être le seul qui est dans cette case de quand même joueur qui a des vraies références dans un championnat comme celui de la Belgique, qui n'est pas un petit championnat. Hein. Il y a des belles équipes en Jupiler League. Et en plus, vous allez l'adorer, parce que je sais que vous aimez bien Beric. Et a priori, c'est un joueur qui a une grinta énorme et un sens du but inné. C'est pas du tout un joueur ni rapide, ni dribbleur, ni élégant, etc. Il correspond bien à ce qu'on aime à Saint-Étienne. Plutôt un avant-centre, on va dire... Wolfhard. Oui, voilà, efficace. Mais très efficace. Combien de buts en passé 4, je crois. Ah, mais là, cette saison, 4 en 5 matchs. Ouais. Oui, je tiens les paris que ce sera la plus belle la recrue. Alors, c'est le plus cher, donc je me mouille pas trop. Mais je pense que parmi le recrutement, c'est peut-être la plus réussie, Stassin. Pour moi, pour l'instant, c'est Benold. Mais Benold, lui, contrairement à Stassin, il va partir en sélection alors qu'il n'est pas totalement rétabli. Il peut pas jouer avec la SS, mais là, il part en sélection. Et c'est pas à côté. Alors, Benold, par contre, il nous coûte un but contre Le Havre ou contre, je sais plus. Et c'est l'exemple, pour moi, c'est l'exemple typique du joueur qu'il faut faire jouer parce qu'on l'a recruté et parce qu'il est jeune et qu'on aimerait bien le revendre dans 2 ans. Donc, on dit à Doleglio, je m'en fiche de où tu le fais jouer, mais tu le fais jouer. C'est pas sa place milieu de terrain, on le voit très bien. Même morphologiquement, c'est pas sa place. C'est un ailier, ce joueur. Et là, on le fait jouer milieu parce qu'il faut le faire jouer, parce qu'on l'a recruté. Mais et en défense, il sait pas défendre, je suis désolé, et il nous coûte un but. Je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, c'est pas un milieu de terrain. Ah non, il doit jouer sur un côté, à mon avis. Ouais. En tout cas, je vois pas quel but il nous coûte, moi. Le Havre, c'est Apia qui commet le penalty. Après, c'est un Abdelhamid qui met le ballon en corner. On prend un but de la tête. Un ballon hyper dangereux dans l'axe. Ça coûte pas un but. Alors, tu parles du but de Monaco, mais enfin, Monaco, c'est un mauvais aliment. Je le retrouve.
On a pris 3 buts avant le match de Brest. Brest, il n'y était pas. Je le retrouverai. C'était contre Monaco. Je crois que c'était le premier match. Après, il y a eu des buts annulés. Parce que le retour en Ligue 1 McDo, c'est le retour de la VAR. Ça m'avait pas manqué. Mais c'est un cirque. Surtout l'égalisation de Sissoko à Monaco. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Quelques millimètres. Ouais. Ça changeait tout. Ça changeait beaucoup de choses pour nous. Dans les têtes et les statistiques. Oui. Tu reviens de Monaco avec un match nul, peut-être que tu n'abordes pas le Havre de la même façon. Ouais, comme quoi ça se joue à peu ce sport. Allez, on va faire une page alti-ligérienne. J'ai retrouvé, j'espère que c'est le bon jingle. On va voir. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Tout de suite, voici la page Haute-Loire. Bah, dis donc, Olivier, c'est vieux ça comme jingle. Ouh là là. Mais bon, on va pouvoir donc passer à l'Alti-Ligérie. Allez, on commence par le plus haut en Haute-Loire, c'est-à-dire la Nationale 2. Lors de la 3e journée de National 2 au Stade Massot, les Poneaux et les Canois se sont séparés sur un match nul 0-0. Cette rencontre entre Le Puy et la Escane n'aura pas livré le contenu et le résultat attendu. C'est assez rare pour le souligner, mais cette 3e journée de National 2 n'aura pas vu le Stade Massot vibrer. Malgré une domination de 90 minutes, les hommes de Stéphane Dieff n'ont pas trouvé la clé pour percer l'armada canoise venue au Puy pour protéger son but et se contenter d'un match nul. Voilà, je m'arrête là-dessus. Mais un 0-0, donc 3 journées, il y a eu 2 nuls et une victoire, c'est ça Eric? Je ne me trompe pas? Alors le premier match, Le Puy avait écrasé Bergerac avec un triplé d'Adélaïde, donc le nouvel attaquant, l'homme fort. Et puis ensuite, ils ont fait match nul en infériorité numérique à Toulon. Un but partout. C'est également ce joueur-là qui a marqué. Et puis là, donc, match nul 0-0, match assez fermé, j'ai vu le match. Il y avait Sébastien Pérez dans les tribunes qui a signé à la Escane. D'accord. National 3, Espali l'a emporté en déplacement à Mâcon. 2-0. Bravo, franchement, à cette équipe d'Espali qui, comme l'année dernière, avait réussi une très belle saison. J'espère que ça va le faire pour dans cette poule qui est compliquée de National 2. Il y a la réserve de Lyon, là, je crois, la réserve de Saint-Étienne. Il y a Limonest qui justement qui se déplace à Espali la semaine prochaine, il me semble. En tout cas, le prochain match de National 3. Sinon, la Régionale 1, ça a commencé ce week-end avec, dans la poule A, la victoire de la réserve du Puy, 6-2 face au Velay AFC. La victoire de Blavozy, 2-1 face à Rion. C'était en déplacement chez les Puy-d'Aumois. Le match nul entre Brioude et Feur. Et oui, Brioude, qui était en R2 l'année dernière, sont montés d'un cran. Donc, ils ont commencé par un match nul face aux Ligériens. Et d'autres Ligériens, Firmini, qui est également monté, qui était dans la poule de l'USSL. Et ils ont terminé deuxième et ils sont montés. Ils l'ont emporté 2-0 face à Monistrol. Voilà, il y a beaucoup de représentants alti-ligériens dans cette poule A de Régionale 1. La Régionale 2, ça n'a pas commencé, mais il y avait des matchs de Coupe de France ce week-end avec des équipes de district et de R2. C'était le deuxième tour de la Coupe de France. Alors, je vais vous en citer quelques-uns, peut-être pas la totalité, mais bon, l'Olympique Saint-Julien-Chapteuil l'a emporté au pénalty face à Fresnay-Saint-Geur après un score nul de 2. L'USSL Suquet-Lignon l'a emporté face à Retournac-Bozac 8-1. Les sauveteurs brivois l'ont emporté 4-0 face à Langeac. Autre résultat alti-ligérien, Saint-Germain-la-Prade l'a emporté au pénalty face au FC Dunière. L'avant-garde Sigolénois l'a emporté 2-1 face à Langogne. Et Montfaucon aussi l'a emporté au tir au but. Et oui, 10 tirs au but à 9 après le 1-1 face à Vals-près-le-Puy. Chadrac l'a emporté 3-2 face à Saugues. Et Vorel l'a emporté 3-0
face à l'Antriact et l'Apt l'emportait face à la Seauve 5-2. Donc voilà, j'ai peut-être pas fait le tour de tous les clubs de la Haute-Loire pour la Coupe de France, mais j'ai quand même, j'en ai dit quand même pas mal. Donc voilà, le 3e tour de la Coupe de France, ça sera le 15 septembre, il me semble, avec les équipes de R1 et de National 3 qui rentrent en lice. Voilà pour la page alti-ligérienne. On va passer à un deuxième titre musical, toujours un groupe breton, mais un breton qui sonne un petit peu russe, puisque je vais vous passer un duo. C'est un Russe qui a fui en fin de compte le régime de Poutine en 2019 et il est arrivé à Brest et ils ont fait un duo avec une fille, ça s'appelle Floor is Lava. Le titre c'est Tsunami, c'était par rapport au tsunami du 4-0. Voilà, c'est original et inconnu bien sûr. You look so lonely. Rely upon me. You're not alone, we are all the one and only. You think I'm funny when you hear me strumming. Welcome to my world, come and better come in. Here are my friends and we are a band and you know what to find me behind the microphones and are you a heartbreaker, a broken hearted? Don't send alone, let's get the party started to go. Hey, 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 hey. Wasting my time. Some people think we are crazy, me and friends of mine. You better trust me, I'm not so nasty. I'm not the one nice. The cooler must be. Somebody hate that, could you do me a favor? Unlock the door, that's my neurotic neighbors. They wanna join, they're so annoying. Just let them in and keep the party going. Hey, 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 hey. Le duo prometteur Floris Lava qui vient donc de Brest. Et oui, le Russe a posé ses valises dans la capitale finistérienne. Voilà, retour avec le football et on va essayer de passer avec l'agenda. Est-ce que je l'ai l'agenda? Allez. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda. Vendredi 13, est-ce que ça va porter chance aux Stéphanois? Je sais pas, mais en tout cas à 20h45 ils accueilleront le LOSC. Alors le LOSC qui vit une saison assez particulière puisque ils ont dû contre toute attente passer par les barrages de la Champions et ce qu'ils ont réussi et j'ai trouvé ça de manière plutôt belle puisqu'ils sont quand même sortis le Fenerbahçe qui est parti sur un nouveau cycle
Et donc, ils sont qualifiés par 2 fois pour aller en Champions League avec un nouvel entraîneur, hein, Pep Genesio, qui lui aussi me surprend. Je trouve qu'il fait assez bien jouer cette équipe. Il a gardé la même philosophie un petit peu que l'an dernier, puisque je trouve que c'est une des équipes qui jouait très bien au foot, Lille, l'année dernière. Et le classement était un petit peu décevant pour eux. Donc voilà, c'est une grosse écurie qui vient à Geoffroy Guichard. Alors, seul point positif, il y a un peu de rififi dans l'équipe, puisque contre Paris, 4 joueurs étaient remplaçants pour des écarts de conduite, et notamment l'ancien Stéphanois Cabella. Alors ça s'est à peu près résolu, sauf pour Cabella justement qui était vraiment déçu de ne pas commencer pour, je crois, quelques minutes de retard à une causerie, mais voilà, c'est les règles, c'est comme ça, on n'a pas à s'en mêler, mais en tout cas, voilà, c'est le seul point sur lequel on peut espérer, c'est-à-dire une équipe qui est démobilisée. Parce que pour le reste, cette équipe, je l'ai dit, elle joue très bien. Elle a gardé la même ossature que l'année dernière, hein, avec un Chevalier qui est vraiment pour l'instant le meilleur gardien de Ligue 1 actuellement. Une défense qui n'a pas bougé, avec le renfort du Belge Meunier, avec des flèches sur les côtés, hein, Gudbonsen, Thiago Santos, avec un milieu de terrain tout l'inverse que de Saint-Etienne, un milieu de terrain expérimenté, Benjamin André, Angel Gomez. Et puis devant, moi franchement, si je peux y aller, je réserverai une belle acclamation à Cabella. Vous savez que c'est un de mes joueurs préférés depuis qu'il est passé à Saint-Etienne. Et en plus, il est très attaché au club de Saint-Etienne, ce qu'il ne fait pas du tout avec les autres clubs, parce qu'il y a des joueurs comme Gomis, Bafetimbi qui disent ça dans chaque club où il passe. Cabella, il n'a dit ça que pour Saint-Etienne. J'espère qu'il recevra une belle acclamation. En tout cas, c'est une grosse écurie qui vient à Geoffroy Guichard, avec un même profil que Davitashvili, mais qui lui marque. Je pense à Aydon Zegrova devant. Voilà, donc une grosse écurie. Comment faire contre cette équipe ? Je sais pas du tout. J'aimerais pas être à la place de Dalloglio, surtout si on lui force la main pour faire jouer la classe biberon. Ouais, il faut souligner que Geoffroy Guichard récupérera le COP Nord mais pas le COP Sud, donc sera encore amputé d'un COP pour cette rencontre, et c'est triste une fois de plus de ne pas pouvoir assister à un Geoffroy Guichard plein pour ce début de cette saison 2004-2025 Ligue 1 McDo. Ouais, après, il y a une trêve internationale qui se profile. Malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, le coach a regretté de ne pas pouvoir travailler avec ses joueurs. Il y a les 3/4 qui partent en sélection. Donc, vu la situation, c'est quand même très problématique. Et après, c'est un très gros morceau. Effectivement, tu as très bien présenté cet adversaire qui joue en 3-5-2. Ils sont 6e en ce moment, mais ils sont qu'à 1 point du 2e. Hein. Donc, il n'y a pas du tout péril dans la demeure. Ils ont une qualité technique au-dessus du lot. Ils ont tenu la dragée haute à Paris. Non, ils auraient dû même faire match nul, mais bon. Jonathan David devant. Ça va être compliqué face à une des grosses écuries de ce championnat. Hein. Moi, il va pas falloir en prendre 4 une fois de plus. Donc défensivement, et puis il faut absolument une réaction, au moins dans le jeu, face à cette équipe nordiste. On passe tout de suite au coup de cœur et coup de tête. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur. Alors, coup de cœur, vu le contexte, très peu en ce qui me concerne. L'émergence du jeune Amougou qui a crevé l'écran lors du match de préparation à Retafe. Alors, tu l'as évoqué en début de démission, Marco. J'ai suivi cet été les Verts en Espagne et puis en Allemagne. Et lors de mon séjour à Madrid, j'ai découvert un musée du football extraordinaire. Donc, situé au cœur de la capitale, près de la Puerta del Sol, pour ceux qui connaissent. Il s'appelle Legends. Et puis, il a été inauguré seulement l'an dernier. Donc, il y a sur 4200 mètres carrés, répartis sur plusieurs étages. Les visiteurs pourront découvrir des centaines et des centaines de maillots portés par les plus grands joueurs, Maradona, Pelé, Cruyff, Platini, Messi, Ronaldo.
lors de toutes les Coupes du Monde, tous les Euros, toutes les Coupes d'Europe. Alors un régal pour les yeux, pour tous les amateurs, les amoureux de ballon rond. Moi je suis resté d'ouverture à la fermeture tant il y a de choses à voir et des expériences immersives également sur tous les pays ayant accueilli la Coupe du Monde, sur les plus beaux stades du monde. Et puis il y a une salle qui est consacrée aux championnats étrangers, donc dans l'espace dédié à la Ligue 1, il y a 2 maillots qui sont exposés. Celui du Paris Saint-Germain de Luis Fernandez porté en 1979 et celui de Michel Platini porté en 1980 lors du match du titre contre les Girondins de Bordeaux. Voilà, donc les Verts sont représentés dans la plus belle collection au monde de maillots. Je vous encourage fortement, si vous avez l'occasion de vous rendre à Madrid, ne manquez pas ce musée fabuleux. De mon côté, je sais que ça t'a plu aussi, c'est le carton plein de l'Espagne au niveau des compétitions internationales. Mais ça, à la limite, je m'en fiche un petit peu du palmarès. Ça finira dans une vitrine à prendre la poussière. Mais le plaisir pour les yeux, quel plaisir de voir gambader des jeunes joueurs. Alors pour le coup, mais pas que des jeunes, c'est les jeunes et les vieux qui courent. Et qui combinent et qui en font voir de toutes les couleurs à cette formation française et à ces équipes françaises qu'on nous a vantées avec des piliers qui sont le physique, la course, etc. Et quand on les voit prendre des vents par des gamins qui pèsent 25-30 kilos de moins qu'eux, c'est un plaisir pour les yeux et c'est en ça que je disais tout à l'heure qu'on a vraiment changé d'époque et là on arrive à un stade où on ne pourra pas revenir en arrière, c'est-à-dire que le football qu'on a connu, il est pour le coup il est bel et bien terminé. On peut pas une équipe qui joue à l'ancienne, elle en prend 10 contre une équipe qui joue comme ça. Ouais, je te rejoins. Moi, effectivement, je l'avais oublié, mais ces équipes espagnoles nous ont fait plaisir durant cet été. Et point de vue jeu, heureusement qu'il y avait les Espagnols, parce que le reste c'était un petit peu triste. Mon deuxième coup de cœur, c'est les maillots. Le maillot de la SSE qui est pas si mal que ça. Voilà, et surtout ils ont sorti un maillot d'échauffement. Qui est, je trouve, très joli. Voilà, donc c'est rare que je trouve des maillots de Saint-Étienne assez jolis depuis quelques années, et je trouve que le maillot d'échauffement, il est pas mal. Voilà, et puis le maillot, il est relativement classique, le maillot vert, mais le souci, il joue plus souvent en blanc qu'en vert. Voilà pour les coups de cœur, on passe aux coups de tête, et là il y en a un. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête. Et oui, beaucoup de coups de tête forcément. Donc avant tout, pour ce retour totalement raté en Ligue 1, ce démarrage catastrophique avec 3 défaites en autant de journées, aucun but marqué et la lanterne rouge. Coup de tête concernant le recrutement, qui vous l'aurez compris ne me satisfait pas du tout et même m'inquiète beaucoup. Pour la triste première à domicile dans un stade amputé de ses copes, le COP Sud sera encore fermé contre Lille. Pour les U17 écrasés à la maison par les Lyonnais. Tu parlais de maillot Marco, coup de tête pour maillot Ferd noir et or, qui est une insulte à l'histoire de notre club, qui était porté par les Verts entre guillemets à Kiel, qui sont plus en vert malheureusement. Coup de tête pour le choix du nouveau diffuseur qui va empêcher de nombreux passionnés de suivre à la télé leur équipe. Et enfin, un coup de tête de voir les Girondins de Bordeaux, club historique du football français en National 2, par la faute de gens incompétents qui sont toujours en place. De mon côté, alors je suis pas un spécialiste et c'est vrai, c'est un sujet compliqué. C'est les droits télé, hein. On n'en a pas parlé, mais et puis ça fait longtemps que ça dure. C'est-à-dire que depuis Mediapro, en fait, c'est de mal en pis, et jusqu'à un stade où, des clubs sont au bord de la banqueroute. On est un petit peu à l'écart de tout ça, mais pas tout à fait, puisque ces chaînes de télé se sentent maintenant tout permis. On a vu le match du vendredi, parce qu'évidemment, ils se sentent tout puissants. Les matchs du vendredi pour la Ligue 2, mais la situation actuelle est vraiment critique pour le foot français, qui va rétrograder, j'ai bien peur, à une autre place ils auront du mal à garder la place de 5 ou 6e championnat en Europe.
Bon, je vous rejoins sur pas mal de coups de tête, notamment le feuilleton des droits TV, avec un résultat d'Azone qui a récupéré ça à un prix super cher. Et les droits télé, les diffuseurs qui font leur loi, et la division 2 qui est maintenant reléguée au match dans la semaine et non pas le week-end. C'est un pur scandale. Voilà, personne ne dit rien tout en haut, mais c'est un pur scandale. Je rappelle que le foot est le sport le plus populaire, et que si le week-end tu peux pas aller suivre ton équipe, c'est quand même assez lunaire comme décision. Et des décisions lunaires, il y en a eu tout au long de l'été, et aussi pour les choix de Dalloglio. Je l'ai dit dans l'émission, l'Euro qui a été pour moi difficile à regarder, parce que j'ai l'impression qu'ils ont tué notre football. Alors, tu as parlé tout à l'heure de l'équipe espagnole qui était au-dessus du lot, heureusement, mais le reste, je trouve ça alarmant pour ce sport qu'est le football, d'assister à des purges pareilles, et aussi la VAR. Enfin, le football moderne ne convient pas. Et s'il ne convient pas à Saint-Étienne, eh ben, pourquoi pas, hein, voilà. Effectivement, Saint-Étienne, c'est plus les années 70 où il brillait, mais ne pas faire partie de ce football qui est vraiment un autre sport que celui que j'ai connu. Voilà, moi je préférais bien avant, mais c'est comme ça. Bien sûr, Bordeaux qui me chagrine énormément. Comment on peut faire descendre un club, une ville comme celle-ci aussi bas, tout ça pour une question de pognon. Voilà, on l'a crié pendant 30 ans, attention au foot business, et ben résultat, des clubs donc des villes aussi importantes que Bordeaux n'ont plus leur stade déjà. Ils vont aller jouer dans un autre stade, même pas au Parc Lescure, au stade Chaban-Delmas. Voilà, je reparlais des diffuseurs, mais même pour revoir des images le lendemain des rencontres de Ligue 1 McDo, c'est sur des réseaux sociaux, sur YouTube, et en plus c'est en anglais. Et ceux qui sont habitués donc au diffuseur qui est Canal+, qui est quand même le diffuseur historique du foot, ils ont plus eux que des matchs anglais. C'est un truc, c'est des décisions lunaires au résultat. Et bien sûr, le COP fermé, les COP fermés pour le match contre le Havre, contre Lille la prochaine fois. Je ne sais même pas si je vais me déplacer pour cette rencontre, puisqu'on me prive alors que moi j'ai payé mon abonnement. Ça, c'est toujours... ça fait 10 ans qu'on le dit, c'est des décisions lunaires. Voilà, lunaire, ça sera l'adjectif de cette émission. En tout cas, on vous remercie, chers auditeurs, d'avoir été patients avec la technique qui dérape un petit peu dans nos studios alti-ligériens. Mais on se retrouve dans 2 semaines, puisque là, c'est la trêve internationale, pour revenir sur le match entre Saint-Étienne et Lille. Ça sera le vendredi à 21h. C'est ça, Eric ? 20h45. 20h45. Oh là, j'allais louper un quart d'heure. Bon, d'ici là, bise à l'œil, et portez-vous bien, et allez les Verts! À bientôt, allez les Verts. Et là, tu siffles, Eric, normalement. Voilà. C'est Olivier qui siffle. J'ai essayé de t'imiter. Ciao.